Eh bien, bonjour à tous. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Je suis ravi de vous retrouver ce midi pour ce webinaire organisé par le cabinet Stangelin sur le sujet de la facturation électronique. Il nous semblait opportun d'évoquer cette réforme, qui est une réforme qui va rentrer en vigueur maintenant dans moins de 3 mois, à la rentrée du 1er septembre 2026. Alors, c'est une réforme que nous avons évoquée à plusieurs reprises auprès de nos équipes, des clients du cabinet. C'est vrai que c'est une réforme technique qui nécessite beaucoup d'actions, beaucoup de formation, beaucoup d'informations. Et ce midi, on souhaitait évoquer avec vous des points très pratiques de cette réforme. Donc, on ne va pas être dans la grande théorie que vous avez probablement déjà vu passer dans d'autres réunions d'information ou sur des articles ou des publications. On va essayer ce midi d'évoquer au cours des 40-45 prochaines minutes les aspects très pratiques de cette réforme qu'on a essayé de résumer en 6 points que vous allez voir défiler pendant la présentation qui vient. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions. Alors je pense que ce sera plutôt sur le chat, donc je l'ai sous les yeux, donc n'hésitez pas. Et évidemment, s'il doit y avoir de l'interaction, on sera absolument ravis de pouvoir répondre plus précisément à vos questions. Alors, c'est une question qui évidemment anime la profession comptable et l'ensemble de l'écosystème, les éditeurs et les entreprises également. Il y a encore des sujets sur lesquels on n'a pas toutes les réponses. L'administration fiscale elle-même n'a pas toutes les réponses pour vous donner un petit partage d'expérience. Au niveau de l'ordre des experts comptables, on centralise beaucoup de questions qui remontent de la part des entreprises sur des questions que l'on essaye de traiter avec l'administration fiscale. Et je pense que sans exagérer, sur les quelques dizaines de questions que nous avons remontées depuis quelques mois, on en a encore une bonne dizaine sur lesquelles, pour l'instant, l'administration fiscale n'est pas positionnée. Donc cet exercice de la réforme de la facturation électronique, c'est un exercice dont on sait que il sera progressif et en co-construction, y compris après son entrée en vigueur au 1er septembre 2026. Mais voilà, on a quand même aujourd'hui beaucoup de réponses à partager. Alors, pour lancer euh, cette formation, ce webinaire, c'est ce que tout le monde répète, mais je pense que c'est important de bien le repréciser. La réforme de la facturation électronique, ça n'est pas qu'une histoire de logiciel. Alors c'est vrai que pour beaucoup, lorsqu'on parle de facture électronique, on pense au format de facture, facture X, etc. Et donc on se dit, bah, finalement, il suffit que je prenne un logiciel qui n'est pas Excel, qui n'est pas Word, et que je fasse mes factures sur un logiciel qui crée des factures au format électronique. C'est vrai que c'est pas totalement faux, mais ce serait bien trop réducteur parce que cette réforme est beaucoup plus profonde en ce qu'elle dépasse largement le fait de créer un format électronique. C'est tout un schéma de circulation de ces flux de factures qui a été dessiné par l'administration fiscale. C'est aussi un- tout un panel de nouvelles déclarations que nous n'avions pas à faire et qui vont apparaître avec cette nouvelle obligation. Et donc, oui, évidemment, rentrer de plein pied dans la facture électronique suppose d'avoir un logiciel de facturation. C'est une évidence, mais c'est très clair. Mais ça veut dire en fait que la partie haute de l'iceberg, il y a en réalité beaucoup d'obligations qui vont au-delà, et c'est ce qu'on va essayer de vous résumer. Donc la réforme redéfinit vos relations commerciales, et vous allez voir cela, mais aussi vos flux de trésorerie et vos obligations déclaratives avec, comme je le disais précédemment, un nombre important de nouvelles obligations déclaratives, de nouvelles déclarations à faire pour l'ensemble des entreprises concernées par cette réforme. Un petit rappel sur le calendrier qui a été maintes fois repoussé, puisque cette réforme devait entrer en vigueur il y a maintenant plus de 2 ans. Donc on est en fait sur un exercice qui s'est décalé dans le temps, et donc un calendrier qui a changé, puisqu'avant nous avions plusieurs dates sur plusieurs années d'entrée en vigueur de la réforme progressive. Maintenant, on n'a plus que 2 dates qui sont très claires. 1er septembre 2026, c'est l'obligation de réception des factures.
on va le repréciser après. Et en 2027, c'est l'obligation d'émission, c'est-à-dire d'envoyer des factures électroniques. Alors hier, un client me faisait la remarque, ben oui, mais du coup, si en fait l'obligation d'envoyer des factures, c'est que septembre 2027, qu'est-ce qui va se passer en septembre 2026? Comment je vais recevoir des factures? Eh bien, en fait, c'est une question évidemment pertinente, mais ce serait occulter le fait que au 1er septembre 2026, les grandes entreprises, donc ce que l'administration fiscale appelle les grandes entreprises, les ETI, les assujettis uniques, c'est-à-dire en fait les très très grandes entreprises, auront déjà l'obligation d'envoyer les factures électroniques. Elle, ce n'est pas septembre 2027, donc les très grands fournisseurs que vous connaissez, fournisseurs d'énergie, fournisseurs de télécom, d'énergie, etc., eux, dès septembre 2026, ils vous enverront des factures que vous recevrez, même si vous n'êtes pas déjà en train de créer des factures électroniques. Et puis, évidemment, l'administration fiscale mise quand même sur le fait qu'à partir de septembre 2026, les petites entreprises, les PME, commenceront elles-mêmes à envoyer des factures électroniques, puisque il y a un cercle vertueux qui va se créer avec la mise en place de ce fameux schéma de circulation des factures, qui fait que bah, les entreprises seront incitées très vite à anticiper l'obligation d'émission, même si ça n'est pas une obligation. En tout état de cause, retenez bien donc que la date importante, c'est septembre 2026, parce que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, y compris les micro-entreprises, les entreprises qui font moins de 100 000 € de chiffre d'affaires, auront l'obligation de recevoir. Donc ça concerne absolument tout le monde, y compris les PME. En septembre 2026, au 1er septembre 2026, il faudra être prêt à enclencher cette réforme au sein de vos entreprises. Donc c'est un calendrier qui s'est quand même simplifié, hein, puisque sur la première mouture, il y a quelques années, ça devait être en 3 dates, très échelonnées dans le temps. Là, ils ont vraiment simplifié avec 2 dates maîtresses, donc une dans un peu plus de 12 mois, donc dans 14 mois, et une dans 2 mois, qui, encore une fois, concerne tout le monde. Pour tous, c'est obligation au 1er septembre 2026, y compris pour celles qui ne font quasiment pas de chiffre d'affaires. On rappelle également que 2 mécanismes sont prévus dans cette réforme, et ce sera, je pense que c'est important de le repréciser parce qu'on va en reparler après. Il y a le e-invoicing, donc qui est la facture électronique. C'est-à-dire que dans les relations B2B, de professionnel à professionnel, donc on va dire d'entreprise à entreprise pour faire simple, bah, ce sera une obligation de s'envoyer des factures électroniques, donc ce qui s'appelle le e-invoicing. Donc ce sera, voilà, vous ne pourrez plus, entre professionnels, vous envoyer des factures papier ou des factures Excel, ou vous envoyer même des factures par email. Ce sera des factures électroniques qui devront circuler dans le réseau des factures électroniques, le fameux réseau des plateformes agréées. Et pour toutes les autres opérations, c'est-à-dire celles qui ne sont pas exclusivement en B2B, ce sera du e-reporting. Alors qu'est-ce que ça signifie? Lorsque votre entreprise facture un particulier, ou une personne qui fait des travaux pour sa maison, ou un client de votre magasin, de votre entreprise, eh bien évidemment, vous ne pourrez pas lui envoyer une facture électronique puisque lui-même ne pourra pas la recevoir. Il n'a pas d'obligation de recevoir une facture électronique. Un particulier n'a pas une plateforme agréée de réception. Et donc l'administration fiscale, qui souhaite évidemment cartographier l'ensemble des flux économiques de notre pays, imposera aux entreprises de faire ce qu'on appelle le e-reporting, c'est-à-dire de déclarer sur une certaine cadence les opérations qui n'auront pas donné lieu à facture électronique. Donc typiquement, les ventes que vous ferez aux particuliers, donc si vous êtes un restaurant par exemple, toutes les ventes que vous ferez à des particuliers qui sont venus déjeuner ou dîner chez vous, il faudra les déclarer dans le cadre d'un e-reporting, puisque vous n'aurez pas pu envoyer une facture électronique. Et ce e-reporting, qui fait partie des nouvelles obligations déclaratives, eh bien, il peut être pour les entreprises qui dépassent 1 million de chiffre d'affaires, il sera, pardon, c'est pas il peut être, il sera une obligation par décade, c'est-à-dire tous les 10 jours. C'est-à-dire tous les 10 jours, vous devrez faire une déclaration, un e-reporting, pour déclarer les ventes que vous avez fait aux particuliers au cours des 10 jours, 10 jours précédents. Alors, je vois déjà des questions sur le chat, mais justement, ça va être le premier point d'alerte, donc je répondrai à ces questions sur le premier point d'alerte. Et je vois que Jérôme nous demande si la présentation sera partagée. Oui, Jérôme, elle sera partagée, et on vous la partagera même sur un format un peu plus dense, puisque là, j'ai essayé de l'épurer pour ne pas être trop lourd, hein. On est en phase de digestion tous. Et donc, vous aurez une version même un peu plus détaillée que celle que vous allez voir, mais vous aurez effectivement la communication du support à l'issue de ce webinaire.
Alors, première réalité, hein, puisqu'on a appelé ce webinaire les 6 réalités à ne pas découvrir trop tard. Bah, la première réalité, c'est que tout le monde est concerné. Tout le monde reçoit des factures électroniques. Et donc, pour répondre à la question de Karen qui nous demande: «Est-ce que les médecins, et les coiffeurs sont concernés par la réforme?» Eh bien oui, vous serez concerné par la réforme parce que, même si évidemment un médecin ne fait pas de facture à son patient lorsqu'il vient le voir, eh bien, il est considéré par l'administration fiscale comme étant un assujetti mais pour preuve, il paye les impôts, hein, c'est un peu ça le critère. Et donc à partir du moment où, il est, assujetti, il doit être en capacité de recevoir des, factures électroniques. C'est-à-dire que le médecin, typiquement, doit déclarer au 1er septembre 2026 une plateforme agréée de réception, donc un logiciel de réception finalement des factures, pour que ses propres fournisseurs lui envoient des factures. Donc, exemple, le cabinet comptable qui facture des honoraires au médecin enverra une facture électronique au médecin dont il a assuré la comptabilité et les déclarations fiscales. Et donc le médecin devra se connecter sur sa plateforme agréée de réception pour, télécharger ou traiter la facture qu'il aura reçue, par exemple, de son expert comptable, mais de l'ensemble de ses fournisseurs, en général. Donc, effectivement, c'est important et c'est ce qu'on voulait vraiment, bien remettre, au cœur, hein, de cette première réalité, c'est que tout le monde est concerné. Alors vous voyez, on vous a même cité des exemples sur lesquels, parfois, les contribuables n'ont pas encore le sentiment d'être concernés, mais les SCI, sont concernés. Alors que la très grande majorité des SCI ne facturent pas de TVA, on est sur, de l'immobilier, eh bien, peu importe, même si tu ne factures pas de TVA, sur tes prestations, sur tes loyers, tu dois être en capacité de recevoir. C'est-à-dire qu'une SCI doit déclarer une plateforme agréée de réception au 1er septembre 2026. Idem pour les LMNP, LMP. Alors LMNP, LMP, c'est les loueurs en meublé, ceux qui font du Airbnb et cetera. Vous êtes considéré comme étant un assujetti sur le plan fiscal et donc même si vous ne faites pas de facture électronique, vous devrez, recevoir, des factures et donc déclarer une plateforme agréée de réception au 1er septembre, 2026. Alors, peu je nuance, enfin je complète un petit peu, je nuance pas, je complète. Les SCI et les LMNP les loueurs meublés pardon, dans certains cas sont soumis à TVA et donc non seulement ils devront recevoir des factures, mais en plus pour ceux qui sont soumis à TVA, qui facturent des loyers avec TVA, ils devront, en plus, créer des factures électroniques vers leurs clients. Alors quand on est sur des loyers soumis à TVA, en général, le locataire est un professionnel, dans la très grande majorité des cas et donc bah, vos quittances de loyer deviendront des factures électroniques avec TVA que vous enverrez depuis votre plateforme agréée d'émission vers la plateforme agréée de réception de votre locataire. Évidemment, si les loyers ne sont pas soumis à TVA, vous pourrez continuer à envoyer vos quittances comme avant, ce sera uniquement la réception, mais ce sera quand même la réception, d'accord? Donc les SCI, les locations meublées, les professionnels de santé, on les a, évoqués, les holdings. Et j'ai vu une question, passer, de Barbara sur les associations. Alors les associations, la réponse est un peu plus, nuancée. Ça dépend si c'est une association fiscalisée ou pas. Si c'est une association, qui a des activités dites lucratives, qui donc est dans le champ, du monde économique, ça arrive, hein, que certaines associations soient fiscalisées, donc payent de l'impôt sur les sociétés, payent parfois de la TVA. Eh bien, ces associations-là sont concernées comme des assujettis et donc doivent recevoir également au 1er septembre 2026 des factures, électroniques et éventuellement en émettre si elles font des prestations, qui sont soumises à TVA et qui ne sont pas, hors champ de la réforme. Donc les associations sont concernées si elles sont assujetties. Si elles ne sont pas assujetties, ce qui arrive, hein, il y a quand même pas mal d'associations qui sont absolument non lucratives, qui ont des activités, sociales, et cetera. Eh bien elles ne sont pas considérées comme des assujetties, donc elles n'auront pas l'obligation de déclarer une plateforme agréée de réception. Et je vais même aller plus loin, c'est que non seulement elles n'ont pas l'obligation, mais elles n'ont pas la possibilité de le faire volontairement. Heu et ça, je le dis parce que ça fait partie des questions qui ont été traitées, hein, ces derniers mois. Certaines grosses associations, non lucratives, je vais citer des noms sans que ce soit forcément celles qui ont posé les questions, mais la Croix-Rouge, Armée du Salut et cetera, qui sont des très grosses associations. Enfin, vous voyez, ce sont des centaines, des milliers de salariés, mais elles sont évidemment non assujetties parce qu'elles ont des activités, vraiment, 100 non lucratives. Elles auraient aimé être dans le champ de la réforme parce que ça les intéressait de recevoir des flux, de factures, mais elles ne peuvent pas s'y soumettre volontairement. Pourquoi? Parce qu'en France, la réforme de la facturation électronique est une réforme de nature fiscale et donc on n'a pas prévu les non fiscalisés,
la possibilité que les non fiscalisés soient dans le champ de cette réforme. Ça pourrait évoluer dans les années à venir, déjà parce que c'est une demande de certaines associations, hein, et aussi parce qu'on a une directive européenne, qui s'appelle la directive, j'espère ne pas dire de bêtises, je crois qu'elle s'appelle VIDA, qui va rentrer en vigueur en 2030 et qui va euh, rendre communautaire, donc européenne, cette réforme, avec un autre réseau autre que la DGFiP de circulation des factures. Et donc là, il est très possible, je ne veux pas faire des annonces parce que je ne suis pas ministre de l'économie, mais il est très possible qu'à ce moment-là, des non-assujettis puissent volontairement rentrer dans le réseau, hein, de circulation de ces factures électroniques. Donc sur les associations, la réponse est un peu plus nuancée que sur les médecins ou les coiffeurs qui étaient évoqués par Karen. Là, ça dépend vraiment de votre statut. Est-ce que vous êtes fiscalisé ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Et en fonction de cette réponse, bah, voilà. Donc l'obligation, hein, pour tout le monde, tous ceux qu'on vient d'évoquer, c'est de désigner une plateforme agréée avant le 1er septembre 2026. Alors cette obligation, elle n'est pas si compliquée que ça. Enfin, elle est à la fois compliquée et pas compliquée, mais euh, c'est-à-dire que finalement, votre seule obligation, quand vous êtes dans ce périmètre de la réforme, c'est que au 1er septembre 2026, vous ayez déclaré dans l'annuaire de l'administration fiscale votre plateforme agréée de réception. Donc, si vous avez choisi la plateforme agréée de réception X, bah, vous devez, auprès de l'administration fiscale, dire bah voilà, moi, mon entreprise, moi SCI, mon LMNP, le SIREN 821 62545, parce que vous déclarez votre SIREN, c'est la plateforme agréée de réception X. C'est votre seule obligation, hein, pour le 1er septembre 2026. Ça veut quand même dire, un, faire la démarche de la déclarer, mais au préalable, ça veut dire avoir fait le choix de la plateforme agréée, puisque il y en a aujourd'hui plus d'une centaine, hein, qui sont disponibles sur le marché. Et donc, il y a un choix à faire. Et c'est là aussi où les cabinets et Stangelin bah, vous accompagnent, hein, pour choisir une plateforme agréée qui soit adaptées à vos besoins parce que il y en a une centaine et elles sont toutes différentes, elles traitent toutes des cas différents. Et chez Stangin, il y a évidemment des plateformes agréées standards qui conviennent à beaucoup des clients et que donc on leur propose, mais il y a aussi des clients qui ont des activités plus atypiques avec ce qu'on appelle des cas d'usage, donc des cas particuliers, hein, où en fait là on a besoin de plateformes agréées un peu plus spéciales, un peu plus métier avec des, euh, des, des, des choix à faire et donc des éditeurs à contacter, parce qu'encore une fois, il y en a énormément. Alors, je vois que Karen a posé une autre question. Non, pardon, c'est Barbara. Comment les associations non concernées par la réforme vont-elles recevoir les factures si elles n'ont pas de plateforme agréée? Mais si elles ne sont pas concernées par la réforme, c'est-à-dire qu'elles sont un peu dans une relation B2C, bah, elles continueront à recevoir leurs factures comme avant, c'est-à-dire bah, ça peut être un PDF par mail, ça peut aussi être une facture électronique que vous recevez par mail et que vous insérez dans votre logiciel. Ça peut être une facture papier, comme avant. Voilà, ça ne changera, quelque part pour elles, ça ne changera rien. Elles recevront des factures comme avant, elles les traiteront comme avant, puisqu'elles ne peuvent pas volontairement, elles n'auront pas l'obligation, elles ne pourront pas volontairement se pluguer à ce réseau de circulation des factures qui leur permettrait de les recevoir. Donc elles les recevront comme aujourd'hui, parce que pour elles, rien ne change. Euh, donc, Karen nous demande pour les activités exonérées non soumises, donc par exemple le médical. Oui, alors Karen, je reprécise bien, donc un médecin, voilà, lui, il fait partie des activités exonérées de TVA, il ne facture pas de TVA à ses clients, mais il devra recevoir, même s'il est exonéré, même s'il est dans les articles 261 du CGI, c'est un peu technique, désolé, mais il devra recevoir, même un médecin devra recevoir des factures électroniques, c'est-à-dire déclarer une plateforme agréée de réception. En revanche, le médecin ne fait pas de facture électronique et est exempté de e-reporting. C'est-à-dire que son obligation se limite à la réception, mais c'est une obligation. Euh, eh ben super, si vous avez compris, c'est l'essentiel. Alors, quel est le risque? Parce qu'il y a quand même quelques résistants, il y a des gens qui sont très réticents à entrer dans cette réforme, il y a aussi des contribuables qui n'ont pas encore conscience d'y être. Je citais les SI, on peut aussi citer les auto-entrepreneurs, parce que les auto-entrepreneurs sont également concernés par cette réforme, même s'ils ne facturent pas de TVA. Eh bien, vous recevrez une mise en demeure de l'administration fiscale qui vous dira en septembre, mais Coco, je ne te trouve pas dans l'annuaire, tu n'as rien déclaré, et donc vous recevrez une mise en demeure. Et à ce moment-là, vous aurez un délai de 3 mois pour bah, régulariser votre situation, c'est-à-dire choisir une plateforme et la déclarer. Et si au bout de 3 mois, vous ne l'avez pas fait, eh bien là, vous aurez une amende de 500 euros. Et cette amende va se renouveler tous les 3 mois, tant que vous ne serez pas mis à jour. Et vous voyez qu'elle va même passer à 1000 euros. Et donc potentiellement, pour celui qui vraiment refuse, ne veut pas voir, ne veut pas déclarer de plateforme agréée de réception, eh bien tous les 3 mois, il aura une pénalité de 1000 euros qui s'appliquera
tant qu'il n'aura pas choisi et déclaré une plateforme agréée de réception. Donc il est évident qu'en septembre, beaucoup de contribuables vont être un peu réveillés par cette mise en demeure qui va arriver. Beaucoup à l'insu de leur plein gré, de leur connaissance, quoi. C'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris qu'ils étaient dans la réforme. Je pense aux SCI, je pense aux micro-entrepreneurs. Alors, deuxième réalité à ne pas négliger, c'est que parmi les nouvelles obligations issues de cette réforme, il y a l'obligation, il y a des nouvelles mentions obligatoires, pardon, à renseigner sur les factures. Vous savez qu'une facture, bah, c'est un certain nombre de mentions obligatoires qui sont définies par la loi, donc il y en a un nombre important, on le verra dans le point suivant. Et donc là, il y en a 4 nouvelles qui n'étaient jusqu'alors pas des obligations, mais qui vont le devenir. La première, ben, c'est le numéro sirène du client. Alors, ça peut vous étonner, mais jusqu'à présent, seul le sirène du fournisseur, de celui qui crée la facture, était une obligation. À partir du 1er septembre 2026, vous devrez renseigner sur vos factures le sirène de votre client. Pour une raison très simple, c'est que c'est le sirène qui permet aux plateformes agréées de savoir, d'aller consulter l'annuaire et donc de savoir où est-ce que doit partir la facture. Parce que votre client ne va pas vous dire, moi, vous m'envoyez mes factures sur la plateforme agréée machin. Non, non, vous allez prendre le sirène du client, vous allez interroger l'annuaire qui va vous dire bah, ton client, c'est telle plateforme agréée. Donc le sirène, c'est une nouvelle mention obligatoire que vous devez d'ores et déjà collecter dans vos logiciels de facturation. Parce que si vous n'avez pas ce sirène renseigné dans les champs de la facture, eh bien la facture ne pourra pas arriver à bon port. L'adresse de livraison est une nouvelle obligation. C'est-à-dire que pour les entreprises qui font de la vente de marchandises, la vente de biens, bah, vous n'étiez pas obligé de mentionner l'adresse de livraison sur la facture. D'accord? Vous n'aviez que l'adresse de facturation, donc l'adresse du siège social. Mais si le bien a été livré à une autre adresse, bah, vous devrez renseigner cette adresse de livraison dans votre facture. Donc, ce sera bien un champ dédié à l'adresse de livraison. Il faudra également taguer ce que vous facturez à vos clients et dire si c'est de la livraison de biens, si c'est une prestation de service ou si c'est une activité mixte, c'est à la fois de la livraison de biens et de la prestation de service. Ça, c'est une nouvelle obligation parce que ça permet comment dire, à l'administration fiscale de savoir quel est votre régime de TVA, puisque le régime de TVA n'est pas le même entre livraison de biens et prestation de services. Dernier champ obligatoire qui est créé par cette réforme, c'est si vous êtes prestataire de service et que vous avez opté pour la TVA sur les débits. Je ne vais pas m'étendre sur cette option parce qu'elle est assez rare dans le milieu des PME, mais sachez que si vous avez fait l'option pour la TVA sur les débits, donc c'est un régime fiscal un peu particulier, eh bien c'est une nouvelle mention obligatoire, donc ça fait partie des 4 nouvelles mentions obligatoires que vous devrez renseigner sur chacune de vos factures. Donc voilà, il faut anticiper hein, ces 4 nouvelles mentions parce que c'est de l'information que vous devez collecter auprès de vos clients. Et je pense que vous avez tous déjà reçu ces dernières semaines des mails de vos principaux fournisseurs, donc surtout les gros fournisseurs qui, eux, vont commencer à émettre au 1er septembre 2026, des demandes d'aller vous connecter sur votre espace client pour renseigner des informations supplémentaires. En fait, ça correspond à cette slide. C'est-à-dire que vos gros fournisseurs sont déjà en train de remplir leur base de données pour avoir ces 4 nouvelles mentions obligatoires. Voilà pour la réalité numéro 2. Sur la réalité numéro 3, et c'est peut-être là qu'on risque d'avoir le plus de couacs, c'est que jusqu'à présent, lorsque vous faisiez une facture sur votre logiciel de facturation ou papier ou sur un Excel ou un Word, bah, vous aviez un certain nombre de mentions obligatoires à mentionner, mais si vous ne le faisiez pas, bah, peu importe, vous pouviez quand même envoyer votre facture par mail, vous pouviez quand même l'envoyer en papier, votre client la recevait et la payait. Enfin, il y avait assez peu de contrôle là-dessus. À partir de demain, ce ne sera plus possible. Pourquoi? Parce que les plateformes agréées, celles qui se communiquent les factures entre elles, feront ce contrôle systématiquement. C'est-à-dire que dès que vous enverrez une facture, elle ne partira pas si vous n'avez pas renseigné l'ensemble des mentions obligatoires. Et des mentions obligatoires, il y a non seulement les 4 que j'ai évoquées, qui sont les nouvelles mentions obligatoires, mais il en existe déjà entre 20 et 30 en fonction des opérations, qui existent déjà dans la loi. Donc aujourd'hui, on essayait d'être carré, d'avoir le plus de mentions obligatoires, évidemment, parce qu'on est des gens sérieux, mais on ne l'était pas forcément toujours. Demain, si vous n'avez pas fait ce travail de nettoyage de votre base client, de votre base produit, de votre logiciel de facturation, vous ne pourrez plus envoyer de facture. Là, ce sera automatiquement bloqué. Et donc ça peut être évidemment très lourd de conséquences, parce que si vous n'avez pas nettoyé votre logiciel de facturation, bah, vos clients ne recevront pas les factures, et donc la probabilité que vous soyez payé est évidemment assez faible. Alors je vois une question de Karen
qui nous demande: «Est-ce qu'on a moyen de consulter les fournisseurs qui ont déjà choisi leur plateforme agréée?» Oui, Karen. Il faut aller sur, alors vous allez sur Google, vous tapez, annuaire facture électronique, ça va être le premier lien et donc ça va vous donner l'annuaire, le fameux annuaire sur lequel on doit déclarer nos plateformes agréées. Vous tapez le SIREN de votre fournisseur ou de votre client d'ailleurs, et vous verrez alors s'il a choisi une plateforme agréée. Mais vous ne verrez pas le nom de la plateforme. Vous ne le verrez pas parce que quelque part ça ne vous regarde pas, mais vous saurez s'il a sélectionné une plateforme agréée de réception, ou pas. Jérôme nous demande: «Ce sont des mentions structurées, est-ce que nous aurons des contraintes de format précis?» Oui, oui, tout à fait. C'est l'objet de cette réforme, c'est-à-dire que vraiment une facture électronique, c'est pas un PDF, c'est un fichier de données, avec des champs, et de la donnée structurée. Et donc les logiciels de facturation seront évidemment, faits de sorte que vous pourrez renseigner ça de manière très structurée pour que le fichier soit conforme et parte. Donc c'est pas uniquement mettre les informations comme un bourrin dans le libellé, là où on peut. Non, non, c'est de les mettre dans les bons champs. Quatrième réalité, heu, cette réforme pour l'instant elle est franco-française. Alors je l'ai dit en introduction, avec la directive européenne VIDA, ça changera en 2030, mais en tout état de cause, elle est franco-française. C'est-à-dire que lorsque vous avez un fournisseur étranger, ou un client étranger, la facture que le fournisseur vous envoie ou la facture que vous envoyez à votre client, bah, ce sera pas par le comment dire? Par le canal des plateformes agréées puisque votre fournisseur, allemand, bah, il aura pas, enfin, il va pas être dans le périmètre, donc il vous enverra une facture comme avant. Et votre client, allemand, bah, quand vous lui enverrez une facture, il aura pas de plateforme agréée de réception, il est pas dans l'annuaire lui, hein. Donc vous lui enverrez des factures comme avant. Donc on pourrait se dire: «Bon, bah, dès lors que je travaille avec un étranger, je suis pas enfin, ces opérations-là ne sont pas concernées». Eh bien, c'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette fameuse déclaration du e-reporting. Et je vous ai dit, de manière un peu rapide, que le e-reporting devrait notamment mentionner les opérations B2C. Donc je le redis, le restaurant, qui à la fin de la journée fait l'état des recettes qu'il a fait avec les clients particuliers qu'il a eus et qui les déclare, tous les 10 jours. Mais vous devrez aussi mentionner toutes les opérations qui n'ont pas été dans le périmètre des factures électroniques, c'est-à-dire toutes les opérations que, vous faites avec des étrangers. Donc, lorsque vous allez, acheter, des marchandises, par exemple, depuis l'Allemagne, je reste sur cet exemple allemand, donc ce qu'on appelle une acquisition intracommunautaire, intra-Union européenne, eh bien, il faudra le renseigner et les déclarer dans le cadre du e-reporting. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle obligation assez lourde, hein. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de tracer ses flux, de les déclarer, en fonction de du calendrier qui est prévu. Et donc, c'est faux de dire que les opérations étrangères sont hors champ de la réforme. Elles sont hors e-invoicing par nature, par nature. Mais par contre, elles seront, dans le e-reporting. Donc elles sont pas hors champ réforme, en fait. Elles sont hors e-invoicing, mais elles sont dans le e-reporting et donc il faut se structurer pour ça. Et en fait, alors il y a beaucoup de clients qui vont dire: «Oui, moi je fais pas d'opération avec l'étranger». En fait, on en fait tous un peu, a priori, parce qu'on a tous des abonnements avec des, les fameux GAFA, qui, ont souvent leur société de facturation, par exemple en Irlande. Par exemple en Irlande, on ne sait pas pourquoi, mais en Irlande, eh bien, bah, ces opérations, ce sont des achats de prestations de services intracommunautaires qu'il faudra déclarer dans le e-reporting. Hem voilà, donc je le redis, contrairement à un raccourci, les opérations étrangères ne sont pas, hors champ, de la réforme, elles sont hors champ du invoicing, mais elles sont dans le champ du reporting. Alors je vois une question de Karen: «Si le logiciel du client ne réceptionne pas, est-ce que le cabinet comptable peut lui mettre en place sa solution sur ses clients directement? Par exemple, j'ai un client, son logiciel est facture.net et son comptable est sur Quadratus». Ah bah, en fait, alors c'est le cabinet comptable va certainement suggérer à son client de choisir une plateforme agréée de réception. Si son client, s'en fiche et laisse le cabinet choisir, et bien, son comptable aura tout à fait la possibilité de déclarer, avec l'accord du client évidemment, hein, la plateforme agréée, X dans l'annuaire, mais il faudra se déclarer dans l'annuaire, voilà. Alors, bon, Quadratus en l'occurrence n'est pas plateforme agréée, mais comme c'est lié au groupe Cegid, il y a une plateforme agréée, Cegid, voilà. Hem, et donc il y a une question supplémentaire, est-ce que les achats étrangers, il y aura plus besoin de DEB, DES? Alors en l'état actuel, ça il n'a pas été prévu leur suppression. À terme, il n'est pas impossible évidemment que ça fasse doublon, c'est certainement un peu le sens de l'histoire, effectivement. Mais c'est pas prévu, notamment parce que les DEB et les DS, alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais ce sont des déclarations d'échange de biens, déclarations d'échange de services. Ce sont des obligations liées à la douane.
et pas à l'administration fiscale. Alors ça peut surprendre, mais c'est pas tout à fait la même. Voilà. Le cabinet n'a pas encore communiqué auprès du client, alors que les autres oui, alors je m'inquiète. Bon, alors c'est gentil de t'inquiéter pour lui, de vous inquiéter pour lui, mais c'est effectivement, il va falloir faire cette démarche. La plupart des cabinets comptables ont été quand même proactifs, hein, auprès de leurs propres clients. En tout cas, je pense que chez Stangelin, on a essayé de l'être, hein, même si c'est difficile et que c'est une réforme qui embête un peu tout le monde. Donc, il y a aussi la première barrière je ne veux pas en entendre parler à franchir. Mais effectivement, alors après, c'est la responsabilité de l'entreprise de choisir sa plateforme agréée de réception, c'est pas celle du cabinet comptable. Évidemment, moi je considère, là je prends parti et position, hein, mais je considère qu'auprès des PME, les experts comptables doivent être moteurs, hein, pour cette réforme. En tout état de cause, un cabinet comptable ne peut pas imposer une plateforme agréée pour ses clients. Il est obligé, il doit leur proposer, et avec l'accord du client, il peut l'enregistrer dans l'annuaire. Cinquième réalité, et c'est peut-être celle qui créera le plus de tensions, c'est que dans les nouvelles obligations déclaratives, il y en a une qui va être très lourde, c'est que pour toutes les entreprises qui ont un régime de TVA dit sur les encaissements, c'est-à-dire un peu simplement les prestataires de services. D'accord. Par exemple, moi, cet ange-là, en tant que cabinet comptable, il y a aussi certains agriculteurs, voilà, qui seront concernés. Bon, on va rester sur les prestataires de services. Bah, vous avez une TVA qui est exigible lorsque votre client vous a payé. Pas lorsque vous l'avez facturé, mais lorsque votre client vous a payé. Eh bien, pour pouvoir suivre ça, l'administration fiscale va demander que lorsque vous créez des factures électroniques vers vos clients, donc voilà, moi cet engin, j'envoie X centaines de factures tous les mois à mes clients, eh bien lorsque le client va payer, je devrais déclarer ce paiement, d'accord, individuellement, facture par facture. Et donc il faudra en permanence mapper, lettrer, rapprocher les encaissements que j'ai reçus avec les factures que j'ai émises. Et à chaque fois que je reçois un encaissement, je devrais le déclarer à l'administration fiscale. Et c'est une obligation, hein, c'est pas voilà. Ça fait partie des nouvelles obligations déclaratives. Alors, pour les prestataires de services qui font une ou 2 factures par mois, c'est relativement simple à suivre. Pour les prestataires de services, typiquement un cabinet comptable qui font des dizaines, voire des centaines, dans notre cas, de factures tous les mois, bah, c'est des centaines d'encaissements tous les mois à rapprocher de vos factures pour faire, alors ça s'appelle encore une fois le e-reporting également dans ce cas de figure, le e-reporting des encaissements, en disant: «Beh, voilà, moi-ci, ce que j'ai encaissé de tel et tel client, facture par facture». C'est facture par facture. D'accord? Hem, hem, voilà ce que je veux vous dire. Alors pardon, du coup, je ne suivais plus les slides parce que je suivais les commentaires sur le chat. Donc, rattacher à chaque paiement à sa facture, au prorata si besoin, parce qu'on peut recevoir des paiements partiels. Il faut remonter toutes ces données de paiement à l'administration fiscale dans le cadre du e-reporting. Cette absence de remontée des encaissements, bah, c'est à chaque fois que vous ne respectez pas cette obligation, c'est 500 €. Alors, on, je on reste calme. L'obligation de remonter les paiements, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours des jours sur d'encaissement. C'est tous les mois. C'est un e-reporting mensuel cette fois. Pas tous les 10 jours, c'est tous les mois. Mais tous les mois, donc vous devrez dire par exemple, bah, là je suis en juin, donc je vais déclarer mes encaissements de mai et facture par facture, déclarer, tous les paiements que j'ai reçus. Voilà. Donc pour les grosses boîtes de bâtiments et cetera, c'est un gros travail, hein, à faire, hein. Et cette amende de 500 € évidemment, elle est par e-reporting manquant. Donc ça, c'est un énorme chantier, hein, pour les prestataires parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas cette obligation de rattacher, à cette cadence-là, les encaissements aux factures. Mais là, ça va vraiment être du mapping extrêmement fin, des fils extrêmement nombreux à faire, en tout cas pour les prestataires qui font beaucoup, beaucoup de factures et qui reçoivent des paiements, nombreux et multiples. Alors 6e, je savais que ça allait tendre. Alors Jérôme qui nous dit encore une fois: «Une usine à gaz pour de très nombreuses entreprises en France. Bercy doit sans cesse trouver des nouvelles idées contraignantes pour les entreprises». Heu, alors c'est pas une question, hein, vous l'aurez remarqué, alors déjà, cette réforme a des côtés vertueux et on va, je pense, les évoquer, maintenant. Enfin, en tout cas, je vais essayer quand même d'en parler. Heu, il faut aussi comprendre que c'est une directive européenne. D'accord? C'est-à-dire que la France est en train de se préparer au fameux VIDA que j'évoque depuis tout à l'heure. Donc, il y a évidemment, et on va pas se mentir, l'objectif numéro un de cette réforme, c'est la lutte contre la fraude fiscale et notamment d'être sûr que tout le monde déclare la TVA, d'où l'obligation d'envoyer des factures électroniques, le e-reporting, de déclarer les encaissements pour les prestataires de services. Il y a évidemment cet enjeu-là. Il y a aussi l'enjeu d'arrêter,
certaines pratiques totalement frauduleuses où des clients passent dans leur charge des fausses factures. Ça, ce sera plus possible, puisque tu pourras plus rajouter une facture dans ta compta si ton fournisseur ne te l'a pas réellement envoyé. D'accord? Donc il y a évidemment un objectif de lutte contre la fraude. C'est extrêmement clair et voilà. Mais il y a aussi un certain côté positif et on essaiera de les évoquer en conclusion de ce webinaire pour pas trop vous casser le moral avec cette réforme. Alors, réalité numéro 6, bah, la trésorerie, elle est en temps réel parce que vous voyez qu'on va quand même arriver sur une périodicité extrêmement courte de la transmission de facture. Vous allez écrire une facture, elle arrivera directement chez votre client. Il n'y aura plus la latence. Elle arrivera directement dans le logiciel de votre client. C'est même plus un mail, c'est vraiment dans le logiciel de votre client. Donc il y a un vrai sujet. Et vous verrez les encaissements en temps réel puisque les paiements seront suivis également via ce e-reporting. Il y a également un sujet de trésorerie lié au fait que une facture pourra être rejetée. Parce que c'est pas parce que vous recevez une facture que vous l'acceptez, vous pouvez la rejeter sur votre facture, votre plateforme agréée de réception. Une facture non conforme parce qu'il n'y a pas les mentions, c'est une facture qui n'arrive pas et qui n'est pas payée. Donc il y a un sujet de trésorerie à suivre qui va être très, très lié à la réussite de cette réforme. Une entreprise qui rate sa réforme de la facturation électronique peut se retrouver avec des grosses tensions de trésorerie. À l'inverse, une entreprise qui prépare, qui anticipe et qui met des tuyaux parfaitement cadrés autour de cette réforme va peut-être aussi améliorer son DSO, donc ses délais de paiement, avec des factures en temps réel. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas parce que vous avez une facture qu'elle va être payée instantanément, hein. Il y aura toujours les acteurs de mauvaise foi. Ça, la réforme ne peut pas faire grand-chose contre eux. Alors, sachez que, et c'est le dernier point de cette slide, sachez que l'objectif de l'administration fiscale à terme, alors ce ne sera pas avant 2028 à mon avis, voire plus lointain, l'administration fiscale va même commencer à connaître en temps réel votre TVA, puisqu'ils verront vos achats en temps réel, transités par les factures, par les plateformes agréées. Ils verront vos achats et donc vos ventes aussi, voilà, et vos encaissements pour les prestataires de services. Et donc en temps réel, ils connaîtront la TVA que vous leur devez. D'accord? Donc à terme, on aura évidemment des déclarations de TVA qui seront plus automatisées, plus cadrées aussi, et donc une TVA beaucoup plus recouvrée et beaucoup plus vite par l'administration fiscale. Mais ça, c'est pas immédiat. D'accord? C'est pas du tout immédiat. Là, on va vraiment rentrer sur 2 ans où on va essuyer les plâtres, ça va être compliqué, il va y avoir des loupés. Et donc, il y aura évidemment un peu de latence avant qu'ils arrivent à ça, même si c'est leur objectif final, évidemment. Alors, on a rajouté une 7e obligation en préparant ce webinaire. Donc, c'est pour ça que le titre était 6 réalités, pardon. On en a rajouté une 7e qui en fait est plus un rappel, parce qu'elle n'est pas liée de manière inhérente à cette réforme de la facturation électronique, mais donc c'est plus un rappel qu'une réalité liée à la réforme, c'est que la caisse reste obligatoire. Pour ceux qui font des opérations en B2C, donc on va dire les commerçants pour faire simple, même si ça va bien au-delà des commerçants, ça fait quand même déjà une dizaine d'années, voire même plus maintenant, oui, je dis 10, mais ça fait beaucoup plus que 10 ans, que vous avez l'obligation d'avoir un logiciel dit de caisse. C'est-à-dire en fait un logiciel de suivi de vos ventes, on pourrait appeler ça logiciel de facturation, mais en tout cas un logiciel d'enregistrement de vos ventes, qui respecte certaines règles de l'administration fiscale. Alors on va dire les choses très clairement, étaient visés les commerçants qui à la fin de la journée pouvaient bidouiller leur caisse en disant je retire des ventes, voilà. Bon. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que tous ces commerçants ont l'obligation d'avoir un logiciel de caisse. Et donc le fait d'avoir un logiciel conforme aux prescriptions de l'administration fiscale, c'est-à-dire certifié, inviolable. On ne peut pas modifier les ventes après coup. Cette obligation de logiciel de caisse demeure. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a la réforme de la facturation électronique qui arrive, c'est encore une autre brique, quelque part, qui vient se rajouter, que vous n'aurez plus l'obligation d'avoir un logiciel de caisse. Si vous faites du B2C, c'est-à-dire si vous faites des prestations vers des particuliers, je vais vous donner un exemple. Un cabinet comptable, 99% de nos clients sont du professionnel, évidemment, donc on est plutôt en B2B. Mais on a 1% de clients particuliers pour lesquels on fait des déclarations de revenus, donc ce ne sont pas des entreprises. Donc on fait du B2C, et donc on a l'obligation d'avoir un logiciel de caisse. Comment ça se matérialise dans un cabinet comptable? C'est qu'on a un logiciel de facturation conforme au caractère inviolable et donc aux critères qui sont fixés par l'administration fiscale. Cette obligation reste
reste en vigueur. Et donc, le fait de rajouter un e-reporting pour déclarer vos ventes, c'est une brique supplémentaire qui fait que votre logiciel de caisse, dans lequel vous enregistrez vos ventes en particulier, va devoir se déverser dans votre plateforme agréée d'émission pour envoyer le e-reporting. Donc c'est une brique supplémentaire qui ne vient en aucun cas remplacer l'obligation du logiciel de caisse. Et donc je le répète, hein, toute entreprise qui fait du B2C, même partiellement, exemple un cabinet comptable, doit avoir un logiciel conforme. Alors évidemment, il y avait des exemptions, les médecins sont exemptés, les franchises de base, etc., sont exemptées, mais je le redis, les franchises de base, donc franchises de base, c'est les micro-entrepreneurs, pour simplifier, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est les micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs n'ont pas l'obligation d'avoir un logiciel de caisse, mais ils auront l'obligation de faire du e-reporting. Donc ce sont bien deux réformes parallèles qui se complètent et qui se pluguent l'une et l'autre. En aucun cas, on remplace, on écrase l'obligation du logiciel de caisse. Alors, ce qu'il faut retenir, et puis j'ai vu qu'il y avait quelques interventions, donc je les reprendrai à la fin. Donc 2026, obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, les fameux médecins qu'on évoque depuis tout à l'heure, obligation de réception, c'est-à-dire choisir sa plateforme agréée et la déclarer sur l'annuaire. Alors on a pris le parti pris de marquer sans report, parce qu'aujourd'hui, l'administration fiscale soutient qu'il n'y aura pas de report de la réforme. En tout cas, quand on leur parle, ils disent qu'il n'y aura pas de report. Ils disent, dans les couloirs, ce qui pourrait conduire à un éventuel report, c'est pas les problèmes techniques, etc., parce que ça, ils pensent que ça va se résoudre dans le temps. Ce serait plus une volonté politique, à 9 mois de la présidentielle, de ne pas créer un schisme, voilà, parce qu'on voit quand même monter sur les réseaux sociaux certains, notamment les plus petits contribuables et les artisans et commerçants, se plaindre de cette nouvelle obligation. D'ailleurs, on a vu Jérôme râler, hein, vous voyez, donc Jérôme est un ami, donc je peux dire ça, je pense, râler, et dire, voilà, ça suffit, un ras-le-bol, machin, les nouvelles obligations. Donc ce serait plus une volonté politique qu'une non-préparation de l'administration fiscale. 4 nouvelles mentions obligatoires sur vos factures, en plus des 30 que vous êtes déjà censé avoir. Alors 30, c'est pas pour tout le monde, mais des 20 à 30 que vous êtes déjà censé avoir. Mais 4 nouvelles mentions obligatoires à collecter. Des amendes, 500 € par transmission d'e-reporting de paiement manquant. Je vous ai mis celle-ci, mais il y avait aussi les 500 € pour non-déclaration d'une plateforme agréée, etc. Et on vous a remis l'amende pour les logiciels de caisse non conformes. Donc je le redis, hein, le commerçant ou le cabinet comptable qui fait des factures à des particuliers, tu dois avoir un logiciel de caisse conforme, et donc il y a une amende de 7 500 €. C'est une amende qui existe déjà, hein, puisque c'est une obligation qui existe déjà. Donc vous voyez que toute cette réforme, et ça reprend un petit peu l'introduction, qui était de dire la réforme n'est pas qu'une question de logiciel, ça n'est pas qu'une question d'outils. Il y a beaucoup de problématiques d'organisation, de process à mettre en place, de comment je reçois mes factures demain sur ma plateforme agréée de réception, comment je les traite, comment je suis les paiements lorsque je suis un prestataire de service. C'est tout un monde de process qu'il faut recréer. Plus l'entreprise est grosse, plus ces process sont complexes. Et donc, c'est avant tout un sujet d'organisation. Pour les entreprises qui ont plusieurs dizaines de salariés, avec plusieurs acheteurs, des gens qui font des notes de frais, etc., il va falloir processer. Parce qu'il va falloir expliquer à chacun comment ça fonctionne, il va falloir expliquer à chacun des acheteurs de votre entreprise qu'il faut qu'ils donnent le sirène, il va falloir mettre en place des process de validation par personne dans votre plateforme agréée de réception, puisque votre plateforme agréée de réception va être une espèce de grosse boîte aux lettres où tout va arriver, et donc il va falloir savoir qui valide quel fournisseur, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet opérationnel et organisationnel. Et pour nos clients de taille un peu plus moyenne, ce sont des projets qui sont démarrés depuis plusieurs mois, voilà, qui nécessitent parfois des développements pour connecter tous les outils internes de l'entreprise avec la plateforme de réception, les déverser dans la compta correctement. Enfin, c'est un enjeu avant tout de projet. Ça n'est pas qu'une question de logiciel. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Il ne suffit pas d'avoir choisi un logiciel pour être conforme. Il faut vraiment repenser comment intégrer ces plateformes agréées au sein de votre organisation, parce que vous ne pourrez pas y passer. Alors voilà, chez Stangelin, et je prendrai le chat pour finir, c'est notre mot d'ordre, mais c'est aussi le mot d'ordre de l'ensemble de la profession, hein, de la profession comptable depuis maintenant plusieurs mois. Il faut anticiper. D'accord? Aujourd'hui,
ce qui fait le plus peur à l'ensemble de l'écosystème, ce sont l'ensemble de ces entreprises, et notamment les entreprises moyennes, les ETI, qui sont plutôt en retard globalement sur cette réforme, qui n'ont pas encore démarré des projets ou ils les ont démarrés très tardivement. Pour certaines entreprises, ce sont des projets qui peuvent prendre 1 à 2 ans. Et donc l'anticipation, c'est le mot d'ordre. Parce que il n'y aurait rien de plus terrible pour un contribuable, une entreprise, de se retrouver dans une situation où elle n'arrive plus à envoyer ses factures à ses fournisseurs, à ses clients, pardon. Comment voulez-vous être payé si vous n'envoyez plus vos factures? Qui ne reçoit pas ses factures ou qui ne sait plus qui doit valider, donc elle se retrouve avec une plateforme agréée avec des milliers de factures sans avoir prévu la moindre règle de validation, de déversement, etc. Enfin, l'anticipation, elle est clé comme dans toute réforme, mais dans celle-ci, elle l'est particulièrement parce que la réforme de la facturation électronique, elle est intimement liée à la gestion de votre trésorerie. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est en ça qu'elle est très structurante. Et donc, l'anticipation est vraiment le mot d'ordre. Alors, j'espère que ça fait des mois et des mois que les entreprises anticipent. On va pas se mentir, il y en a beaucoup qui commencent à se réveiller. On voit que plus on se rapproche, plus ça commence à cogiter. Donc, tant mieux. Bah, de toute façon, c'est toujours un peu pareil. Il faut attendre d'être au pied du mur pour que ça commence à bouger. Mais l'anticipation, elle est clé. Au 1er janvier 2026, une réforme à peu près équivalente, est entrée en vigueur en Belgique. Bah, ça ne s'est pas extrêmement bien passé parce qu'ils avaient moins de 50% des entreprises qui, au 1er janvier 2026, donc à la date d'entrée en vigueur de la réforme, moins de la moitié des entreprises qui s'étaient déclarées sur l'annuaire. Donc c'était quand même pas génial, quoi, comme taux. Alors ils ont réussi à rattraper parce qu'évidemment, bah, c'est toujours pareil, quand on est dans la réforme, que les mises en demeure arrivent, tout le monde commence à se bouger. Mais il faut en avoir conscience. Ça n'a pas été une grande réussite en Belgique. Et, voilà. Et l'administration fiscale française, de ce que je comprends, est à peu près convaincue que de toute façon, entre septembre 2026 et septembre 2027, ça va monter en puissance à ce moment-là, parce que là, c'est très difficile. Alors, il y a des communications de l'ordre des experts comptables, il y a des communications de la DGFiP, de l'administration fiscale, des fournisseurs, des éditeurs, on vous envoyez certainement dans le métro. Voilà. Euh, Maintenant, je le dis, le plus dur, c'est d'arriver à casser cette première barrière de la réforme m'intéresse ou ne m'intéresse pas. Euh, je- on considère qu'il y a en fait trois niveaux à franchir, de barrières à franchir. Le premier niveau, c'est d'arriver déjà à faire comprendre qui est concerné. Parce qu'en fait, vous avez vu, c'est tout le monde qui est concerné. Le deuxième niveau, c'est d'arriver à faire comprendre que l'obligation de facture électronique, c'est pas envoyer uniquement un PDF que j'ai fait sur Excel par mail. C'est pas une facture électronique, ça. Bon, là, je pense qu'on est à peu près tous à ce niveau-là. D'accord, à peu près. Le troisième niveau, celui que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore vu arriver, et je pense que j'espère que certains de vous l'ont découvert aujourd'hui, enfin je ne sais pas si je l'espère, mais en tout cas j'imagine l'ont découvert aujourd'hui, c'est le e-reporting, qui est une nouveauté et qui, pour le coup, je rejoins plutôt Jérôme, est une usine à gaz, où il faut remonter les opérations étrangères, il faut remonter les opérations B2C tous les 10 jours, c'est énorme. Il faut déclarer les paiements pour les prestataires de services. Ça, on est au niveau 3. C'est-à-dire que là, c'est quand tu es, au top de la réforme, de la compréhension de la réforme. Là, il y a très peu d'entreprises qui sont au niveau 3. Je pense que tout le monde, l'administration fiscale en a parfaitement conscience. Et donc, bah, c'est pour ça qu'il y a toutes ces actions de communication qui sont poussées, propulsées pour qu'on arrive à embarquer l'ensemble de l'écosystème. Parce que je le redis, l'impact il est très haut, et l'impact il est très haut chez vos fournisseurs et vos clients, parce que si vos fournisseurs ne savent pas faire de facture électronique, c'est la cata. Si vos clients ils ne savent pas les recevoir, c'est la cata. C'était l'exemple, je crois, de Karen tout à l'heure. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive tous à ce troisième niveau. Alors, j'aurais dû aller progressivement et pas vers le bas, donc qu'on arrive tous au troisième niveau de compréhension, donc jusqu'au e-reporting. C'est difficile. Évidemment, je comprends parfaitement, alors, parce que là, vous devez tous vous dire, ah, Gilles, c'est un comptable, donc forcément, il est super excité par la réforme. Non, elle ne m'excite pas, la réforme. Évidemment, elle m'intéresse parce que c'est mon métier. Mais j'aurais vécu sans, voilà, même si je pense que c'est plutôt une bonne réforme et que je suis assez convaincu qu'une fois qu'elle sera en vigueur et qu'elle tournera, on se dira tous, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parti pris, mais j'en suis assez convaincu, dans quelques années, c'est ce qu'on se dira. Donc voilà, je comprends parfaitement que les chefs d'entreprise, la plupart, ça les embête, ça les enquiquine, c'est des coûts, c'est de la lourdeur, c'est du process, et on est tous focalisés sur notre business, surtout dans un contexte économique qui est quand même pas le plus florissant pour les PME, hein. Le baromètre économique des PME en Ile-de-France est quand même très poussif. On était en légère décroissance au quatrième trimestre 2025. Au premier trimestre 2026, on est sur une croissance à 0,3% sur un an. Enfin, vous voyez, on est dans un contexte économique qui est compliqué. Donc je comprends. Et évidemment, personne, et je ne pense même pas à l'administration fiscale, ne jettera la pierre aux contribuables
de ne pas se passionner pour cette réforme parce qu'elle n'est pas passionnante. D'accord? Mais elle est indispensable, elle est obligatoire. Et donc, oui, le business, c'est ce qui prime d'abord. Mais pour votre trésorerie, pour votre conformité, il faut quand même commencer vraiment sérieusement à enclencher cette réforme. Alors, il y a eu des interventions sur le chat, je vais les reprendre à l'envers. Donc, Jérôme, le e-reporting sort du bois maintenant, ça va être vraiment super lourd pour beaucoup. On va mettre un agent IA dessus. Bah, très bien, mais mettre un agent, c'est un process, hein, Jérôme. Donc, oui, oui, tout à fait. Alors, le e-reporting ne sort pas du bois maintenant. Ça fait des années que c'est prévu, hein. Mais sauf que je dis, il y avait trois marches à franchir et que moi qui, depuis un an, parle de cette réforme à mes clients, je vois la difficulté de les pousser vers un intérêt sur cette troisième marche du e-reporting qui, évidemment, est la plus compliquée. Enfin, la plus lourde. Je ne sais pas si c'est la plus compliquée, mais c'est la plus lourde. Karen, comment ça va se passer pour un professionnel qui achète du matériel à Carrefour, par exemple? Eh bien, tu vas à Carrefour, vous allez à Carrefour, au moment du passage en caisse, vous devez vous déclarer comme professionnel et donc transmettre votre numéro SIREN à Carrefour pour qu'il vous envoie une facture électronique et que la facture Carrefour arrive directement sur votre plateforme agréée de réception. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, il y a déjà le cas dans certaines grandes surfaces, je pense à Leroy Merlin qui pratiquait déjà ça. En fait, il est possible, probable, soit au moment du passage en caisse, le caissier vous demande votre sirène et donc vous lui transmettez. Je ne sais pas si ce sera le cas le plus fréquent. Soit, comme chez Leroy Merlin, vous sortez avec votre ticket de caisse, vous allez à la borne, vous scannez votre ticket de caisse et à ce moment-là, vous pourrez renseigner votre sirène pour qu'une facture électronique soit émise et arrive directement sur votre plateforme agréée de réception. Je vais peut-être dire quelque chose qui va traumatiser tout le monde. Quand vous irez au restaurant, dans un cadre professionnel, vous invitez des clients, fournisseurs, etc., vous devrez demander une facture électronique au restaurant puisque c'est une dépense B2B. Il faut que l'addition dépasse 150 euros. Bon, donc, si vous avez pris quelques bouteilles, ça peut aller vite, hein, mais si le repas dépasse 150 euros et que vous êtes dans un cadre professionnel, vous devrez repartir entre guillemets, avec une facture électronique, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, transmettre votre numéro sirène au restaurateur. Comme pour les grandes surfaces, je crois que la plupart des logiciels de caisse vont prévoir en fait le fait que tu puisses renseigner ton sirène toi-même en scannant un QR code et pas embêter le serveur qui, dans le coup de feu, aura autre chose à faire que collecter votre sirène. D'accord? Je pense que la plupart des logiciels de caisse prévoient ça. Mais vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est que les restaurateurs, je prends cet exemple, on en a pas mal chez Stangelin, qui n'ont pas anticipé du tout ce sujet-là, le jour où ils vont être au restaurant et des clients vont leur dire mais je veux une facture électronique, s'ils n'ont pas du tout anticipé, ils n'ont pas mis à jour leur logiciel de caisse, ils n'ont pas un logiciel de caisse qui permet de créer des factures électroniques, il va falloir qu'ils gèrent ça manuellement. Vous voyez un peu le cataclysme que ça peut représenter pour elles. Attendez, j'essaie de reprendre toutes les tickets. Ils émettent des tickets, mais bon, voilà. Donc, mais quand ils font une facture, ils ne le font jamais. Vous avez raison, Karen, mais là, ils auront l'obligation d'en faire, hein, pour le coup. On sera en B2B, donc obligation de e-invoicing. Attendez, il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Mais du coup, quelles sont les exceptions, puisque l'ordre des experts comptables dit des rares cas non soumis, car je n'ai pas trouvé d'informations claires à ce sujet. Les exemptions de e-invoicing, donc, qui n'exemptent pas de la réception, qui exempte d'émettre des factures. Il y en a plusieurs. Il y a donc les locations non soumises à TVA, SCI, LMNP non soumises à TVA. Il y a les médecins. Il y a les intermédiaires en assurance, banque, etc. Et il doit m'en manquer les organismes de formation. Et il m'en manque certainement un cinquième ou sixième. Mais je crois, Karen, c'est vous qui citez les articles 261. Eux, ce sont ceux qui sont exemptés de e-invoicing et de e-reporting, mais qui ont l'obligation de recevoir. Attention, hein. C'est pas exemption de la réforme, c'est exemption de e-invoicing, e-reporting, mais obligation de recevoir. Jérôme, on pourra bien sûr rejeter facilement une facture qui n'est pas pour nous, mais utilisée par quelqu'un d'autre par erreur ou fraude. Oui, Jérôme, ta question est extrêmement pertinente. Quand tu vas recevoir tes factures sur ta plateforme agréée de réception, c'est comme une boîte aux lettres. C'est-à-dire que n'importe qui pourra t'envoyer une facture. Il suffira de mettre le sirène de ton entreprise pour que tu reçoives une facture. Et tu auras évidemment un bouton rejeter. Mais comme aujourd'hui, tu reçois des factures frauduleuses par mail, tu en reçois peut-être par courrier, ça n'existe plus, mais tu auras évidemment la possibilité de rejeter une facture. Soit parce que tu n'es pas d'accord, donc là tu la contestes, ce sera des boutons différents, mais tu peux contester une facture et tu peux la rejeter si tu estimes qu'elle n'est pas pour toi. Mais encore une fois, tout à l'heure je vous ai parlé de process. Mais si vous avez mis, je vais être un peu trash, mais n'importe quel stagiaire pour gérer la plateforme agréée de réception parce que ça vous a cassé les bonbons et qui valide toutes les factures parce qu'il n'a rien compris, vous allez avoir des factures qui vont arriver dans vos process de comptable et de validation. Voilà, donc
le process de savoir qui gère la plateforme agréée de réception, comment on répartit les droits, il est fondamental. Parce qu'effectivement, la question qui se pose, c'est qui valide une facture. Mais aujourd'hui, la validation des factures, vous le faites déjà. Quand vous recevez des factures, c'est peut-être pas formalisé, mais vous dites non, mais ça ne me concerne pas, ou c'est de la fraude, ou elle est fausse, ou je la conteste. Vous le faites déjà. L'obligation demain avec la réforme, c'est de le faire via votre plateforme agréée, avec les statuts. La facture, je la rejette, je l'accepte, je la machin, etc. Comment ça va se passer pour les cas d'autofacturation? Alors, excellente question. Je vais essayer de le faire en 1 minute. Je voulais tenir le timing, mais je ne vais pas du tout le tenir, je suis désolé. Le cas de l'autofacturation, c'est le cas d'usage 19B. Donc, Karen, si le sujet vous intéresse, je vous invite à taper cas d'usage 19B sur Google. Mais vous savez quoi, Karen, si on a votre adresse mail, je vous enverrai, parce que j'ai fait une note sur le sujet, c'est un sujet que je connais bien, l'autofacturation. Donc, en fait, Karen, cherchez pas sur Google, je vais vous envoyer ma note. Bah super. Donc, le cas d'usage de l'autofacturation. Donc là, c'est le cas particulier où vous avez un fournisseur, un client, mais ce n'est pas le fournisseur qui facture le client, c'est le client qui dit au fournisseur, tiens, j'ai créé une facture pour toi. C'est-à-dire que tu dois me facturer 10 000 euros, mais c'est moi qui ai fait la facture à ta place. D'accord? Alors, ça vous parle peut-être pas, parce que si vous n'êtes pas dans le cas, voilà. Un exemple, l'exemple le plus répandu en France, c'est le cas des coopératives agricoles. Aujourd'hui, un agriculteur, il dépose sa collecte dans une coopérative, c'est la coopérative qui les vend en fonction du cours agricole. Et donc, c'est quand la coopérative a vendu qu'elle dit à l'agriculteur, voilà combien tu dois toucher. Et donc, on a beaucoup de cas d'autofacturation où la coopérative dit, bon, bah, les pommes que tu m'as données, je les ai vendues tant. Et donc, je fais la facture à ta place, la facture que tu aurais dû me faire. Voilà. Donc, c'est le fournisseur, le client qui crée sa propre facture, mais au nom de son fournisseur, donc ce qu'on appelle l'autofacturation. Et donc, ça existe déjà, ça continuera à exister demain. D'accord? Ça n'est pas supprimé par la réforme. Et donc, le cas des apporteurs d'affaires, c'est également le cas. Hein, voilà. Donc, si je finis l'exemple des coopératives, mais c'est le même cas, hein, Karen. Hein. Il faudra vérifier que vous êtes toujours en conformité, c'est-à-dire qu'il faut avoir un mandat de facturation, etc. Mais ça, c'est déjà le cas hein, aujourd'hui. Hein. Voilà. Ce qui va changer avec le process de facture électronique, c'est le client qui va créer une facture électronique pour lui-même, il va s'auto-facturer. La facture va partir dans le réseau des plateformes agréées et elle va arriver chez le fournisseur, c'est-à-dire celui qui aurait dû envoyer la facture, entre guillemets, dans sa plateforme agréée de réception. C'est une question de process, je le redis. C'est-à-dire que celui qui subit des autofacturations, qui est dans un système d'autofacturation, sur sa plateforme agréée de réception, sa boîte aux lettres, il aura à la fois les factures d'achat que ses fournisseurs lui envoient, mais il aura aussi les factures de vente que ses clients ont auto-faites. D'accord? Donc la plateforme agréée de réception, ça n'est qu'une boîte aux lettres dans laquelle il va devoir trier entre les factures auto-émises qu'il pourra accepter ou pas, mais aussi les factures d'achat. Et donc, le sujet de l'autofacturation, il est assez troublant parce que depuis le début, on dit bah, la plateforme agréée de réception, c'est pour recevoir vos achats. Non, en fait, c'est pour recevoir tous les flux de factures électroniques, y compris les autofacturations. Et donc, ça ne changera pas le fonctionnement, effectivement, parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur ou l'apporteur d'affaires, dans votre cas, bah, aujourd'hui, il reçoit ses factures de vente auto-facturées bah, sur sa boîte mail, par exemple. Voilà, donc, ça ne change rien. Mais effectivement, il faut l'anticiper. C'est une question de process. Voilà. Et s'il n'est pas d'accord sur le montant auto-facturé, il pourra rejeter, puisque ça reste après dans le schéma des plateformes agréées. Mais donc, ce sera une facture de vente qui arrivera sur la plateforme agréée de réception. C'est assez pas contre-intuitif, mais oui, si, contre-intuitif, mais ce sera le fonctionnement. Et Karine, j'ai vu que vous avez mis votre adresse mail, donc je vous enverrai ma note, parce que j'ai pas mal bossé sur le sujet ces derniers temps. Je crois, alors si j'ai zappé les questions, parce que j'ai vu que ça a pas mal défilé, comme je suis sur un petit écran, je pense que j'ai tout traité, parce que je vois Jérôme me remercier. Écoute, Jérôme, merci à toi pour ton attention. Et merci à toutes et à tous. Donc, on vous partagera les supports. Et encore une fois, un support un peu plus dense. J'ai voulu faire une version un peu épurée pour cette présentation. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Hein. Je sais qu'il y a de nombreux clients qui sont connectés, et pas que des clients, je le sais bien, mais pour les clients, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. J'espère que j'ai éveillé chez vous certaines assurances. J'espère pas trop d'inquiétude. J'espère pas trop d'angoisse. J'imagine que oui, j'en suis désolé, je ne suis pas à l'origine de cette réforme. En tout état de cause, on est là pour vous accompagner. C'est évidemment le rôle des cabinets comptables. Et chez Stangelin, c'est une réforme sur laquelle on a bien l'intention d'être à vos côtés parce qu'on sait qu'elle est difficile et que ce n'est pas votre priorité, mais elle est, je le redis, indispensable pour votre conformité, pour la gestion de votre trésorerie.
Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Désolé d'avoir dépassé de 3 minutes. J'étais arrivé 3 minutes en retard, donc on aura vraiment fait bien. Merci à tous pour votre attention. Puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée.